Avant de commencer l'épisode, j'aimerais vous inviter à le partager et à vous abonner si vous désirez me soutenir. Vous pouvez également faire un petit tour sur Utip si vous le désirez. Sur ce, bonne vidéo. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills. Le 12 septembre 1962, le président Kennedy prononce ce discours, désormais devenu célèbre, pendant lequel il annonce l'envoi d'hommes sur la Lune dans la décennie. Le programme, baptisé Apollo, est aujourd'hui l'un des plus ambitieux de l'histoire de la conquête spatiale. Il aura donné naissance tant à des bijoux de technologie comme le LEM que de puissance comme le lanceur Saturne V. Mais malheureusement, comme toutes les bonnes choses ont une fin, le programme Apollo en a une lui aussi. En janvier 1970, 2 ans avant le décollage d'Apollo 17 en décembre 1972, le gouvernement Nixon décide d'interrompre le programme Apollo seulement 6 mois après Apollo 11. À cette époque, les États-Unis s'enlisent dans la guerre du Vietnam et la perte d'intérêt du public mêlée aux besoins de budget entraîneront la fin du programme lunaire. Apollo coûte en effet cher et, même si son intérêt scientifique reste important, il est plus utile d'allouer ce budget à d'autres choses. De plus, il ne faut pas l'oublier, le programme Apollo a rempli son objectif principal, battre la Russie dans la course à la Lune. Car, malheureusement, et c'est le cas depuis sa création en octobre 1958, la NASA est victime de la politique. Parfois heureuse victime, comme dans le cas du programme Apollo, mais victime malgré tout. Au fur et à mesure des présidents, de la composition du Congrès et du climat politique international, elle voit en effet ses objectifs régulièrement changer. Mais il ne faut pas non plus voir cela négativement. Entre les missions Voyager, New Horizons, Juno, Curiosity, Opportunity, Hubble et bien d'autres, la NASA, même si son budget et ce qu'elle en fait dépend fortement de la politique, a malgré tout de quoi faire. Et puis l'intervention de la politique n'a pas toujours un impact négatif non plus. Par exemple, on doit le développement des vols commerciaux, habités ou non, au gouvernement Obama qui dès 2010 aura vu le potentiel de contrats publics-privés. Si à l'époque cela pouvait sembler presque inutile, les capsules Starliner et Dragon, la navette Dream Chaser et SpaceX dans son ensemble existent en grande partie grâce aux aides de la NASA qui a permis de lancer tous ces projets. Je ne crois donc pas que l'on puisse qualifier l'influence de la politique de positive ou négative pour la NASA. Tout va, finalement, dépendre du contexte. Pour avoir une meilleure vue d'ensemble, il va falloir remonter un peu dans le temps, plus précisément le 1er février 2010. Ce jour-là, le président Barack Obama annonce l'annulation du programme Constellation qui visait à renvoyer des humains sur la Lune en 2020, et ce, en s'appuyant notamment sur le lanceur Ares, dont l'Ares 5, la capsule Orion et l'atterrisseur Altair. L'annulation a eu lieu pour des motifs tant budgétaires que de dépassement des délais. De plus, le manque d'innovation du côté de la NASA terminera d'achever le programme. Les origines du programme Constellation remontent à l'année 2004, avec le programme de politique spatiale Vision for Space Exploration, initié par le président George Bush en 2004. Mais avec l'annulation de Constellation, tout ne sera pas perdu non plus. La NASA continuera de développer un lanceur lourd inspiré de l'Ares 5, le SLS, et sa capsule Orion. C'est donc sans difficulté que la NASA a pu, en décembre 2017, se lancer dans le programme lunaire Artemis initié par Donald Trump. Mais pour le programme Artemis et contrairement à Apollo, la NASA confie la conception et la réalisation des différents éléments à des entreprises privées. Le SLS, par exemple, est construit par Boeing et les atterrisseurs lunaires sont conçus par des entreprises comme Dynetics, Blue Origin ou SpaceX. L'objectif avec cette stratégie est ainsi de permettre de non seulement réduire les coûts du programme, mais aussi de laisser la NASA se focaliser sur d'autres aspects du programme, comme la capsule Orion. Et à l'heure actuelle, le programme Artemis avance à grands pas. Outre la commande de 10 premiers étages de SLS à Boeing,
On notera aussi celle de 18 moteurs RS-25 à Aerojet Rocketdyne. Pour rappel, le premier étage du SLS est équipé de 4 moteurs RS-25, des moteurs de navette spatiale remis à neuf. En parlant de la navette, les boosters du SLS sont d'ailleurs des quasi-copies de ceux de la navette, excepté l'ajout d'un 5e segment de carburant. L'objectif est, encore une fois, de réduire les coûts et les temps de développement, mais pas que. En utilisant un premier étage du SLS inspiré du réservoir de la navette, des boosters et des moteurs proches de ceux ayant déjà volé, la NASA garantit ainsi une bien meilleure fiabilité pour son futur bébé. Les équipements utilisés ont déjà en effet une belle carrière derrière eux et leurs potentiels défauts sont déjà connus. Pour couronner le tout, la NASA a déjà commencé la construction des SLS qui serviront pour Artemis 2 et 3, cette dernière devant être la mission qui ramènera des humains, dont la première femme, sur la Lune. Mais malheureusement, tout n'est pas rose non plus pour Artemis. Avec la défaite de Donald Trump lors des élections de cette année et la victoire de Joe Biden, on entend souvent dire que le programme Artemis est mort et qu'il sera délayé à n'importe quand. Sauf que, comme souvent avec Internet, les propos sont peu nuancés et basés sur de grandes spéculations. Alors, si vous le voulez bien, on va rapidement essayer de creuser un peu tout ça. D'abord, le point le plus souvent abordé, c'est qu'Artemis est l'un des projets marquants du mandat de Trump, et que, donc, celui-ci risque vite de devenir un mauvais souvenir à effacer pour les démocrates. Sauf que, comme je l'ai dit, Artemis repose en grande partie sur des programmes comme Constellation et les partenariats publics-privés que l'on doit à Obama et ses prédécesseurs. L'une des difficultés pour Artemis sera également le départ de Jim Bridenstine, l'actuel administrateur de la NASA. C'est, il faut l'admettre, une perte pour l'agence spatiale américaine, mais également quelque chose d'assez courant. Les administrateurs changent généralement à chaque président et ce n'est pas un obstacle majeur au programme de l'agence. Depuis 1958, la NASA a en effet vu passer 13 administrateurs différents et la transition se fait très bien. Ce départ, volontaire, est également compréhensible. Pour pouvoir négocier correctement les budgets, par exemple, l'administrateur doit être quelqu'un de suffisamment proche des différentes institutions, comme le Conseil de sécurité, le Conseil spatial et le Bureau de la gestion du budget. Faut-il donc, pour autant, enterrer Artemis? Je ne crois pas. Déjà, il ne faut pas oublier que, comme je le disais, Artemis est déjà très bien avancé. Entre les commandes de SLS, la construction des capsules Orion, celle d'Artemis 3 a commencé, et les différents contrats pour les atterrisseurs, Artemis est déjà très concret. De plus, Joe Biden n'est pas hostile à la NASA. Bien qu'il semble privilégier le climat et l'exploration robotique, il est peu probable de le voir tout bonnement annuler Artemis. Pendant son mandat de vice-président, Joe Biden a notamment réussi à faire voter le budget pour les programmes commerciaux qui ont grandement façonné le spatial actuel. En résumé, Joe Biden est définitivement du côté de la NASA. Même s'il semble clair que l'étude du climat sera un point important, les différents programmes comme James Webb, Europa Clipper et bien d'autres ne risquent pas de souffrir de ce changement de président. On peut même être en droit d'espérer voir des programmes comme les télescopes volants Sophia et l'ISS prolongés. Mais dans tous les cas, et même s'il reste possible de voir Artemis postposé au profit d'autres missions, la meilleure chose à faire est encore d'attendre et de voir ce que l'avenir réserve. Une chose est certaine, ce changement de président ne risque pas d'avoir d'impact négatif sur la conquête spatiale aux États-Unis. De plus, un argument qu'il ne faudrait pas négliger, c'est qu'un retour sur la Lune en 2024 pourrait faire de Joe Biden le président qui a ramené des humains sur la Lune. Pour terminer, il est intéressant de noter que Joe Biden semble plus intéressé par les collaborations internationales que son prédécesseur. Il y a, ainsi, fort à parier que, en plus de l'aide de l'Europe pour des modules et du Canada pour un bras robotisé, des pays comme l'Europe et le Japon soient plus investis dans le projet de station en orbite lunaire et dans le programme Artemis de façon générale. Mais ça, seul l'avenir nous le dira.
En attendant, c'est sur ceci que va se terminer cet épisode. Comme d'habitude, j'espère qu'il vous aura plu et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des autres et à bientôt pour une nouvelle dose d'espace.